qu'est-ce que j'ai pensé d'Avatar 2 ? Et il y a quelque chose de très intéressant dans ce film, enfin surtout dans la manière dont il est fait et montré par le public, c'est que avant même sa sortie, c'est comme si le film avait déjà réussi. En fait, au-delà du film en lui-même, je trouve que Avatar 2 soulève des questions hyper intéressantes sur la consommation de masse. Parce que malgré des résultats assez phénoménaux au box-office, il n'y a que Marvel qui rivalise, eh bien James Cameron attendait plus pour que le film soit rentable. Même si c'est la première semaine et il va sûrement être rentable assez rapidement et que les gens vont beaucoup aller le voir, ça veut dire qu'on attendait déjà que le film soit vu par énormément de personnes. Je trouve ça intéressant en fait comment de toute pièce, la publicité a créé un produit de masse indépendamment de la qualité du film au final, puisque les gens ne l'avaient pas vu. Donc évidemment, ça jouait sur cette attente de 13 ans, ça jouait aussi sur le fait que, bah oui, c'était une révolution technologique qu'on nous promettait, évidemment James Cameron y est pour quelque chose. Alors ce qui est intéressant, c'est que même si beaucoup de gens ont beaucoup aimé ce film, eh bien beaucoup de gens ont été déçus. Et se dire que tout le monde va voir Avatar, c'est quand même assez représentatif de l'impérialisme américain, d'autant plus que maintenant Avatar appartient à Disney, ce qui fait que toutes les productions sont détenues par Disney, et donc on peut se demander aussi de la variété, même si bien sûr James Cameron va apporter sa patte, il n'empêche que la production a quand même une puissance créatrice dans le film. Enfin, se dire que toutes les productions sont faites par une seule entreprise, eh ben il y a quelque chose d'inquiétant. Et ce qui va créer un peu des réactions un peu épidermiques. Quand certains sont sortis d'Avatar 2, certains ont trouvé ça honteux, il y a eu une critique des moutons qui vont aller voir Avatar, mais je trouve que c'est rater le problème et l'analyse en fait du sujet, quoi, parce que ce problème-là de l'impérialisme américain, ou en tout cas de la culture de masse, eh ben, elle est indépendante de la qualité du film, en fait. Et c'est pas parce qu'on est conditionné pour aller voir Avatar 2 que ça en fait un mauvais film. Ça en fait pas non plus un bon film. Je trouve qu'il y a une nuance qu'apporte François Bégodeau dans son interview de Thinkerview. Je vais vous passer un petit extrait qui est assez intéressante. C'était quelque chose que j'ai perçu chez beaucoup de gens de gauche qui ont glissé réac, c'est qu'on commence à incriminer la consommation, et on finit par incriminer les consommateurs. En voilà, ce qu'il dit, c'est il faut pas confondre critique de la consommation, une critique systémique, avec la critique du consommateur. Et je trouve ça dommage, en fait, parce qu'on peut parler de ce système-là, du soft power américain, de l'impérialisme américain, sans pour autant critiquer les gens qui vont voir Avatar. Vous savez ce que disait Bourdieu, hein, les goûts, c'est les dégoûts. Si je fais un parallèle avec la Coupe du Monde, par exemple, peut-être vous en avez entendu parler, bah, c'était il y a pas si longtemps, on peut critiquer bien sûr comment ça a été organisé au Qatar, on peut critiquer les morts qu'il y a eu pendant la construction, mais j'ai vu aussi beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux en disant que c'était une honte que les gens regardent, qu'il s'était détourné du boycott parce que la France était en finale. Et je pense que honnêtement, j'aurais pu être comme ça il y a quelques années. Mais en fait, on est tous humains et on a tous ce désir-là qui, même s'il est conditionné, même si c'est les médias qui font monter tel ou tel événement, eh ben ça veut pas dire que ce désir-là, il est pas réel en fait. Il faut comprendre ces déterminismes, mais c'est pas pour ça qu'il faut non plus les rejeter intégralement, parce que sinon on devient juste nihiliste en fait. C'est-à-dire qu'on peut savoir qu'on a été conditionné par la pub d'aller voir Avatar 2, parce que on nous l'a tellement rabâché que ça devient quelque chose de normal en fait, tout en appréciant le film. C'est vrai que ça peut aussi poser certains problèmes, par exemple dans une vidéo du Clap, qui est très bien par ailleurs sur Avatar. Et on arrive au point culminant de ce qui fait le cœur de toutes ces critiques, c'est qu'Avatar en fait est une œuvre universelle. Il va dire Avatar est universel. Et ça, je trouve ça quand même très intéressant, parce que se dire que Avatar est universel, c'est que quelque part, on a perdu une espèce de richesse des cultures. C'est clairement pas un message universel. La façon de filmer n'est pas universelle. La morale qui est que la famille doit rester ensemble n'est pas universelle. La manière dont s'organise la société n'est pas universelle. C'est complètement quelque chose d'américain, hein, ce truc de la famille qui doit rester ensemble, avec le père de famille qui prend énormément de place. Surtout dans le 2, le père qui est même pas de cette origine-là va prendre complètement le contrôle. Alors oui, parce que c'est le Turuk Maktu, et donc c'est un peu un chef de guerre, mais quand on voit l'organisation du village, c'est quelque chose de patriarcal, les enfants, ils agissent exactement de la même manière, ils sont exactement éduqués comme des Américains en fait. Et c'est pas grave du tout, hein, c'est normal, c'est un film américain, mais il faut être lucide sur le fait que non, Avatar n'est pas un film universel. Et je trouve ça dommage en fait, parce que se dire que Avatar est universel,
et ben ça fait que on va plus s'ouvrir potentiellement à d'autres cultures, à d'autres types de cinéma, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez satisfaisant. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais à un festival de cinéma, et il se trouve que dans une after party de ce cinéma-là, et ben on a fait un karaoké. Et là, il y a eu la chanson de La Reine des Neiges. Et tout à coup, tout le monde s'est mis à chanter. Parce que tout le monde connaissait les paroles, et c'était marrant de voir tout le monde chanter La Reine des Neiges, alors que dans l'eau, il y avait des profs de cinéma, etc. En fait, c'était un moment qui était incroyable, qui vient de cette culture-là, de l'impérialisme américain, mais ça crée une culture commune. Et cette culture commune-là, peut-être qu'elle est à trouver autrement que par juste le soft power, mais ce sentiment-là d'avoir une culture commune, eh ben, il était bien réel. Et alors, bien sûr que cet impérialisme-là, il pose des problèmes. Par exemple, je vis au Québec, et c'est vrai qu'il y a eu, alors peut-être un peu moins maintenant, mais ça l'est quand même, il y a un impérialisme français. En tout cas, il y a une soft power culturelle plus forte, j'ai l'impression, de la France vers le Québec, que du Québec vers la France. L'exemple que je connais et que j'ai pu observer, c'est-à-dire le cinéma, eh ben au Québec, ils connaissent beaucoup du cinéma français, alors peut-être pas les mêmes films qu'en France, mais en France, on ne connaît rien, quasiment rien, à part un petit peu Xavier Dolan, Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve et Denis Arcand à la limite, mais sinon, on connaît très peu de réalisateurs québécois. Et je vais vous lire un petit extrait donc de ce grand réalisateur québécois qui est Denis Arcand. Le texte date de 90, donc c'est possible que le débat ait complètement changé sur la question, mais je trouve ça quand même intéressant. Le faux problème de notre accent. On a beaucoup fait valoir que c'est grâce au bon parler français des personnages du déclin que le film s'est révélé, comme ils disent dans leur jargon, exportable. En premier lieu, cet argument ne tient pas pour les pays comme l'Italie ou l'Allemagne qui, joual ou français universitaires, doivent traduire les dialogues de toute façon. Ensuite, si l'on parle des pays francophones, il faut du moins prendre la peine de mettre en lumière quelques-unes des facettes de notre faux problème des accents. Mes personnages étant des professeurs d'université, donc des communicateurs, il est vrai que leur niveau de langue, leur prononciation et leur débit contrôlé permettaient d'atténuer un accent québécois toujours sur la sellette, en raison du colonialisme culturel de la France. Est-ce que cela signifie qu'au nom d'un succès outre-Atlantique, il va nous falloir rayer sur l'écran toutes les classes sociales qui expriment leurs émotions dans une langue moins élaborée ? Pas nécessairement. Et en fait, le débat des sous-titres, il est pas du tout fini. Il y a la plateforme française Salto qui avait diffusé une série québécoise. Les spectateurs s'étaient plaints qu'ils voulaient la version originale québécoise. Et une fois que la version québécoise a été mise, eh ben ils se sont plaints qu'il n'y avait pas de sous-titres et du coup ils comprenaient pas. Et je pense que c'est clairement une question d'habitude. Au Québec, ils ont l'habitude d'entendre l'accent français, alors qu'en France, on a moins l'habitude d'entendre l'accent québécois. Et là, je prends cet exemple du soft power français pour montrer que c'est pas que les Américains qui exercent du soft power, c'est tous les pays. Pour résumer, oui, c'est important d'avoir un regard critique sur la culture de masse, parce qu'elle s'inscrit dans une visée commerciale. Mais encore faut-il trouver d'autres solutions. On peut dire que Avatar 2 a été créé artificiellement par les médias, par l'attente, etc. Mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on propose à la place ? Comment, à l'heure de la mondialisation, créer des cultures communes ? Évidemment, c'est une question très très compliquée, et j'ai pas la réponse, mais j'espère qu'on pourra en débattre dans les commentaires. Bon au final, qu'est-ce que j'ai pensé d'Avatar 2 ? En fait...